Les troupes sont abandonnées. Ils ne peuvent pas les évacuer. Ça, c'est garanti. Et si ces derniers jours, il y a un blocage physique total, ils ne pourront plus du tout sortir. Il n'y aura que deux moyens, soit se rendre, soit mourir. Chers collègues, bonsoir. Nous allons commencer notre travail. Et à l'ordre du jour, aujourd'hui, se trouve une question planifiée concernant la restauration des relations russo-américaines. Nous savons que la nouvelle administration, dirigée par le président Trump, fait tout son possible pour restaurer ne serait-ce qu'une partie de ce qui a été pratiquement réduit à néant, détruit par l'ancienne administration américaine. Ce processus est difficile, voire complexe. Néanmoins, comme vous le savez tous, j'ai eu une conversation téléphonique avec le président Trump. Les premiers contacts ont eu lieu entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue américain, et l'assistant du président russe, Yuri Ushakov, a rencontré ses interlocuteurs. Ainsi, dans l'ensemble, la situation commence à évoluer. Nous verrons ce qui en ressortira. Nous allons donc nous pencher sur ce sujet aujourd'hui. Nous avons deux intervenants, Sergei Viktorovitch Lavrov et Sergei Evguenievitch Naryshkin. Mais avant de commencer, je voudrais dire que nous avons pris connaissance de l'appel d'aujourd'hui du président américain, M. Trump, à épargner la vie des militaires de l'armée ukrainienne, dont certaines unités sont encerclées par les troupes russes dans la zone d'invasion des forces armées ukrainiennes, dans l'oblast de Koursk. À cet égard, nous tenons à souligner que les combattants ukrainiens ont commis de nombreux crimes contre la population civile dans la zone d'invasion. Ces actes, comme je l'ai déjà dit, sont qualifiés par le procureur général de la Fédération de Russie comme des actes de terrorisme. Cependant, nous comprenons l'appel du président Trump à prendre en compte des considérations humanitaires concernant ces militaires. À cet égard, je souligne qu'en cas de dépôt des armes et de reddition, leur vie sera garantie ainsi qu'un traitement digne, conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie. Pour une mise en œuvre efficace de l'appel du président américain, il est nécessaire que le leadership politico-militaire ukrainien donne l'ordre à ses unités militaires de déposer les armes et de se rendre. Pour la partie ukrainienne, il serait bon d'obtenir un cessez-le-feu, effectivement, pour 30 jours, et nous sommes d'accord. Mais il y a un point. Un média russe, maintenant, bonjour. Première question, Monsieur Poutine. Quelle appréciation donnez-vous sur le fait est-ce que l'Ukraine est réellement prête à passer un cessez-le-feu? Et quelle sera votre réponse? Et puis j'ai une deuxième question, elle s'adresse à vous deux, messieurs les présidents. Quelle est la position de Minsk et de Moscou sur cette question et du cessez-le-feu? Avez-vous eu des consultations là-dessus? En ce qui concerne le fait, est-ce que l'Ukraine est prête au cessez-le-feu? Ce que je dirais, c'est que c'est l'appréciation que j'ai. Mais première chose, je tiens à remercier le président des États-Unis, Donald Trump, d'accorder une grande attention et tant d'attention au règlement de la question ukrainienne. Nous avons évidemment suffisamment les uns les autres d'affaires à traiter, d'affaires courantes, mais évidemment les chefs d'État, il y a le Premier ministre indien, il y a le président chinois, il y a le président brésilien, le président sud-africain qui accordent beaucoup de temps et d'efforts à ces questions. Évidemment, nous leur sommes reconnaissants parce que cette activité est évidemment noble puisqu'il s'agit ici de mettre fin aux hostilités et de mettre fin aux pertes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes d'accord avec la proposition de mettre fin aux hostilités, mais nous partons du fait qu'un cessez-le-feu doit être tel qu'il puisse amener à une paix à long terme. Et pour cela, il faut éliminer les
les sources premières, les causes premières de cette guerre. Ensuite, savoir si l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu. La rencontre entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, évidemment, elle peut paraître comme une prise de décision de la part de l'Ukraine sous pression des Américains. En réalité, je suis absolument convaincu que la partie ukrainienne aurait dû réclamer cela aux Américains de façon beaucoup plus insistante sur la base de, comme vient de le dire M. Loukachenko, de la situation sur le terrain. Or, telle qu'elle est. Et je pense que parmi vous, beaucoup d'entre ont dû remarquer que je me suis rendu dans la région de Koursk et j'ai écouté les comptes rendus de l'état-major général et du groupement de forces sur le terrain à propos de la situation dans les zones frontalières et dans la région de Koursk d'une manière générale et sur ce qui se produit sur place. Donc la situation est totalement sous notre contrôle et le groupement de troupes qui est ukrainien qui est sur notre territoire est complètement isolé et il est sous notre feu. Donc, le commandement de ces troupes ukrainiennes à l'intérieur de cette zone de l'incursion, le contrôle est perdu. Et si dans les premières étapes, il y a 1-2 semaines, les militaires ukrainiens essayaient de sortir de cette poche par grand groupe, aujourd'hui c'est impossible, ils essayent de sortir par petits groupes, 2-3 hommes à la fois, parce que tout est sous le contrôle total du feu de notre côté. Les troupes sont abandonnées, ils ne peuvent pas les évacuer. Ça, c'est garanti. Et si ces derniers jours, il y a un blocage physique total, ils ne pourront plus du tout sortir. Il n'y aura que 2 moyens, soit se rendre, soit mourir. Et dans ces conditions, je pense que pour la partie ukrainienne, il serait bon d'obtenir un cessez-le-feu, effectivement, pour 30 jours, et nous sommes d'accord. Mais il y a un point. C'est quoi ce point? La première chose, qu'allons-nous faire de cette incursion dans la région de cette poche dans la région de Koursk? Et s'il y a un cessez-le-feu sur 30 jours, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous ceux qui se trouvent sur place vont sortir sans combat? On doit les laisser sortir après les crimes de masse qu'ils ont commis contre nos civils? Ou bien le commandement ukrainien va déposer les armes et simplement se rendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et les autres questions, comment elles vont être résolues? Sur toute la ligne de front. Et ça représente à peu près 2000 km. Et comme vous le savez, les troupes russes avancent quasiment sur tous les secteurs de la ligne de front. Et là aussi, des conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous puissions bloquer d'assez grands groupements de troupes. Et donc ces 30 jours, comment ils vont être utilisés pour qu'en Ukraine se poursuive la mobilisation forcée, pour que des armes soient livrées à l'Ukraine, pour que les unités mobilisées puissent faire une formation, ou bien il n'y aura rien de tout cela. Alors, il y a une question qui se pose. Comment va se résoudre la question de la vérification, du contrôle? Et comment aurons-nous la garantie que rien de tout cela ne se produira? Comment ce contrôle sera-t-il effectué? Et j'espère ici que tout le monde aura le bon sens de comprendre que c'est une question essentielle. Qui va donner les ordres de cesser le feu?
Et quel sera le prix de ces ordres donnés? Imaginez, 2000 km de ligne de front. Qui va définir? Qui a enfreint, quel côté a enfreint l'accord de cessez-le-feu sur 2000 km? Et après, qui va rejeter la faute sur qui pour ces infractions au cessez-le-feu? Tout cela, ce sont des questions qui ont besoin d'être examinées de façon méticuleuse des deux côtés. Par conséquent, en soi, l'idée est bonne et évidemment, nous la soutenons. Mais il y a des questions que nous devons traiter et je pense que nous avons besoin de discuter avec nos collègues partenaires américains, peut-être avec le président, on va s'appeler avec le président Trump pour parler de ça. Mais en soi, l'idée de mettre fin à ce conflit par la paix, et nous le soutenons, évidemment.